Bonjour Rav Lemel. Bonjour. Heureux de vous revoir pour ce podcast sur le pardon et la communication. Je pense que l'un doit mener à l'autre. Ça veut dire que... Ça, on va le découvrir. On va le découvrir. Parce que pour pouvoir, des fois, rediscuter avec quelqu'un, souvent les gens ils disent je peux pas me le voir, je lui adresse pas la parole. Donc, souvent pour pouvoir arriver à... Enfin, vous n'êtes pas obligé de voir des gens pour pouvoir leur parler, mais c'est un deuxième problème. Ok. Bon, alors première étape, le pardon. Comment on fait pour pardonner, et au fond, qu'est-ce que le pardon? Super. Alors, on fait un cours de philo ou bien on se parle? On parle. On va essayer de faire un petit mélange des deux. Alors, d'abord, quand vous me posez cette question, ça me rappelle une histoire. À propos d'un maître de la chassidoute qui s'appelait le Rabbi Levi Yitzhak Miberditchov. Un maître qui était connu pour être ce qu'on appelle le défenseur du peuple juif. Il arrivait toujours à trouver des points positifs dans tout, ce qui est génial au fond. Et on raconte une histoire sur lui qu'un jour, jour de Kippour, donc le jour qu'on appelle en français le jour du grand pardon, en tout cas le jour des expiations, on dit qu'il arrive comme ça à la synagogue et puis à un moment il se met devant l'Arche Sainte, devant la Rona Kodesh. Il dit, Dieu, voilà, écoute, toi, tu as créé le pardon. Mais s'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de pardon. Donc, il faut bien qu'il y ait des fautes pour qu'il y ait le pardon. Donc, regarde, on va faire un deal. Nous, on fait les fautes. Toi, tu as le pardon. On te donne nos fautes et tu donnes le pardon. Et je trouve que l'histoire, elle est superbe. Alors, bien sûr, on peut en avoir plein de lectures différentes. C'est quoi la notion du pardon? Le pardon en hébreu, d'abord, c'est être mochel. La notion d'être mochel, c'est-à-dire de faire en telle sorte que ce qui a eu lieu ne soit plus présent dans notre tête à l'intérieur de la relation. Alors d'où est-ce qu'on apprend ça? On nous demande, vous savez, dans la Torah, d'être à l'image de Dieu. Alors bien sûr, super, être à l'image de Dieu, un peu complexe quand même. Il y a différentes lectures, et une des lectures, on nous dit Mahu Rachum, de la même manière qu'il a fait preuve de miséricorde, toi aussi sois miséricordieux, etc., etc. Mais à un moment, on parle de Dieu dans l'expression du pardon, et à travers ce texte extraordinaire, Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanun. Moment dans lequel Moïse se tourne vers Dieu et lui dit Hachem, Dieu, Kel, Dieu, Rachum, miséricordieux, Chanun, qui a pitié, etc., etc. Ce sont les 13 attributs de miséricorde divine. Seulement, ce qui se passe, c'est que Moïse ici dit 2 fois Dieu. Hachem, Hachem. Dieu. D'ailleurs, il y a un petit trait qui sépare, j'ai jamais compris vraiment pourquoi. Il y a une forme de rupture. Alors justement, on va pas faire un cours de Talmud ensemble, même si ce serait passionnant. C'est une discussion entre les maîtres du Moyen-Âge. Est-ce que Hachem fait partie des 13, ne fait pas partie des 13 attributs, etc. En tout cas, une des lectures, c'est la suivante. Hachem, Dieu. Et justement, comme vous le dites parfaitement bien, il y a ce trait. Je suis avec toi après, comme j'étais avec toi avant. C'est-à-dire, avant que tu ne fautes, nous avions une certaine forme de relation. Maintenant que tu as fauté, il y a eu en effet difficulté relationnelle, on dirait. Et puis, il y a désir de repentir, demande de pardon, et il y a pardon. Eh bien, je suis exactement le même avec toi maintenant que ce que j'étais auparavant. La dimension ultime du pardon, c'est de faire en telle sorte que le souvenir ne soit plus présent. Qu'il y a une forme de revirginisation totale de la relation. Ce qui n'est pas simple, c'est pas quelque chose avec lequel on joue, et on va essayer de réfléchir justement comment ça s'élabore, comment ça se construit, comment on y arrive, pourquoi parfois c'est tellement difficile, peut-être en premier lieu, de se pardonner à soi-même, parce qu'on oublie souvent ça. Et puis aussi, et par la suite, de demander pardon, ne l'oublions pas, et après, d'accorder son pardon. Donc il y a ces 3 dimensions-là. Se pardonner, demander et accepter. C'est intéressant parce que c'est souvent une chose que j'entends, que le pardon de l'autre dépend du pardon personnel. Ça veut dire que on se pardonne jamais d'avoir fait certaines choses, d'avoir eu certains comportements, et puis finalement, le jour où on est capable de se pardonner, on arrive finalement à pardonner les autres. J'ai entendu une fois, et j'ai jamais retrouvé la source. J'ai entendu ça du Rav Yossi Jacobson. Il disait que le Ravi s'était exprimé un jour en disant « La maladie de notre génération,
c'est mi-ani ou ma-ani. La maladie de notre génération, c'est qui suis-je et que suis-je. Les gens ont souvent tendance, de nos jours en tout cas, enfin, de nos jours, ça fait quand même pas mal de temps, parce que le discours date au moins il y a plus de 30 ans, c'est que les gens ne sont pas capables de se valoriser. Et en réalité, quand on manque de place, on a envie d'enlever de la place à l'autre. Parce qu'on dit, attends, si lui, il me prend ma place, je vais plus avoir de place. Il y a une histoire très connue avec l'Admour Emsaï, le deuxième rabbi de Lubavitch, rabbi Dov Ber. Il y a un de ses élèves qui est venu le voir un jour pour lui dire, Rabbi, on me marche dessus à la synagogue. Tout le monde me marche dessus. D'accord. Et le rabbi de lui répondre, rabbi Dov Ber, de lui dire, c'est normal, tu t'étales sur toute la synagogue. Et peu importe où on marche, on te marchera forcément dessus. Et en fait, je pense que, pour revenir à cette idée du pardon personnel, tant qu'on pense qu'on n'a pas de place, on va tout de suite penser que toute personne qui essaye de prendre de la place va nous prendre la nôtre. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois parfaitement, mais il y a quelque chose juste que j'ai besoin de mieux comprendre. Et donc, le pardon là-dedans... Et donc, le pardon, c'est connaître sa place pour pouvoir donner à l'autre la sienne. D'accord, c'est-à-dire, j'entends. C'est-à-dire se pardonner à soi-même de ne pas être ce qu'on devrait être. L'inverser, ça devient trop compliqué, là. Et c'est ça, quelque part. Il y a un psychothérapeute juif qui a écrit un livre qui s'appelle « S'aimer soi-même pour aimer les autres ». Pour aimer les autres, il faut forcément s'aimer soi-même. Le fameux « Ve'ahavta l'erecha kamocha », tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut que tu puisses t'aimer. Tu aimeras l'orecha pour ton prochain. Pour ton prochain. C'est quoi la différence ? Elle est fondamentale. Alors ? On peut marquer Ve'ahavta reacha, tu aimeras ton prochain. L'orecha. Traduction, tu aimeras pour l'autre ce que tu désires pour toi. Vous pouvez développer un petit peu le principe, l'idée ? On quitte un peu le sujet du pardon, là. Non, mais c'est lié. On a dit que c'était parenthèse, causerie au coin du feu. Il nous manque juste le labrador. Donc, alors, Ve'ahavta l'orecha kamocha, et tu aimeras pour ton prochain comme toi-même. En vérité, c'est ce qui nous permet de mieux comprendre. Parce que les maîtres du Talmud nous disent que ça veut dire quoi l'expression concrète de ce concept très beau, mais dans le monde du réel. Je vous aime comme moi-même, super. Et donc, ils nous disent, ce qui t'est insupportable, ne le fais pas à l'autre. Donc, aimer pour l'autre comme pour nous-mêmes. La première chose que j'aime pour moi, c'est qu'on ne me fasse pas de mal. Et puis après, avoir le désir pour l'autre de ce que je désire moi. Je désire quoi ? Allez, on va pas se la jouer. La réussite, le bien-être, le bonheur, un peu d'argent, voire même beaucoup. Il y a plein de choses qu'on se souhaite et qu'on aimerait avoir. La question est de savoir, une fois qu'on les a, qu'est-ce qu'on en fera ? Ça, c'est un second sujet. Mais avoir envie pour l'autre, donc, de manière concrète, quand l'autre a et que moi je ne l'ai pas encore, être profondément heureux que l'autre ait, puisque c'est quelque chose que j'aimerais avoir. Ve'ahavta l'orecha, tu aimeras pour l'autre comme pour toi. De la même manière que moi, je vivrais un moment de bonheur extraordinaire si j'avais certaines choses, et bien de la même manière, j'ai envie que l'autre vive ce bonheur, et quand je le vois dans ce bonheur d'avoir ce qui est nécessaire, c'est quelque chose qui me remplit, qui me nourrit de manière extraordinaire. Et c'est pas si simple, parce que parfois, l'autre a ce que nous n'avons pas encore nous, et on doit être capable, justement, de ressentir cette profonde joie, de voir l'autre vivre ce qui, pour nous, est un désir qui est, en tout cas pour l'instant, inachevé, pour l'instant qui n'est pas encore là. C'est un peu l'expression, c'est facile d'avoir de la peine pour les autres quand ils ont des difficultés, mais c'est un peu plus difficile parfois de ressentir de la joie lors de leur réussite. Il y a un peu de ça. C'est vrai que mon père, Zichron de mémoire bénie, disait qu'on est toujours très à l'aise avec la souffrance des autres, parce que même quand les autres souffrent, on ressent un peu de peine, mais souvent, c'est quelque chose qu'on construit à l'intérieur de soi, parce que ça créerait pas une belle image de nous de réaliser qu'on n'a pas vraiment de peine. Savoir comment partager, ressentir la joie. D'ailleurs, vous le savez très bien, quand on a le bonheur d'avoir des enfants, eh bien, quand on voit quelqu'un qui lui aussi a le bonheur d'en avoir, on ressent de la joie. Pourquoi ? Parce qu'on a vécu cette expérience. Et donc, à partir de cela, on peut ressentir un tant soit peu ce que l'autre est en train de vivre, parce que ça fait partie de notre propre histoire. Un exemple très simple. Quand vous avez, par exemple, organisé une fois une bar mitzvah, une circoncision, un mariage, et que vous voyez des gens
qui vous font l'amitié de faire l'effort de venir, vous ressentez une immense joie. C'est une joie de voir que les gens ont décidé de venir. Ça nourrit. Et c'est ce qui vous donne à ce moment-là les énergies pour faire la même chose pour l'autre, parce que vous savez au fond ô combien ça nourrit de voir quelqu'un qui fait un effort par rapport à vous. Et ça, évidemment, on peut l'ouvrir dans énormément de domaines. Je me souviens que après quelques années de mariage, j'ai finalement compris cette phrase. On remercie chaque personne qui est venue de nous avoir honoré de leur présence, etc. Parce que jusqu'à ce que j'ai personnellement des enfants, un travail, une vie assez active finalement, je comprenais pas quand les gens ils remerciaient tout le monde d'être venu. Comment ça, remercier? C'est sympa. Qui ne viendrait pas à un mariage, à un bon buffet? Voilà, c'est un moment sympathique. Et puis après, quand on a des enfants et qu'on dort pas la nuit et qu'on a un travail et que il faut prendre la voiture et il faut attendre sa femme pendant, bon, on va pas en parler de ça. On doit parler du pardon encore. et que, ouais, il y a eu tous ces efforts qui ont été faits. C'est là que cette phrase prend du sens, oui, quelque part. Bon, pour revenir un peu sur le sujet du pardon, quelle est la première étape pour pardonner? Quelle est la première étape pour pardonner? Alors, je vais revenir un petit peu sur ce qu'on a vu tout à l'heure ensemble, cette notion d'apprendre à se pardonner, demander le pardon et à un moment accorder son pardon. Tout d'abord, si pardon il doit y avoir, c'est qu'il y a eu dysfonctionnement. Donc je vais d'abord démarrer par rapport à nous-mêmes. Vous connaissez certaines personnes qui ont un grand principe, d'ailleurs, elles le mettent parfois sur un tablier de cuisine. Article 1, le chef a raison. Article 2, quand le chef se trompe, se référer à l'article 1. Déjà, la notion du pardon, c'est être dans l'acceptation que nous sommes des êtres faillibles et dysfonctionnels. Et ça, pour beaucoup de personnes, c'est très difficile. C'est-à-dire, elles arriveront toujours à trouver un élément qui permet de donner une forme d'explication de texte aux dysfonctionnements qui ont été les leurs. Pourquoi ? Alors c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, de manière très intéressante, le problème parfois d'une mauvaise image de soi, la peur de ne pas se voir à la hauteur de ce que l'on pense être, forme de blessure narcissique. Or, on est tous des individus qui font partie du même club, des êtres perfectibles, et donc évidemment des êtres qui à un moment dans leur vie ont dysfonctionné, que ce soit dans le rapport à Dieu, que ce soit dans le rapport à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce que c'est un travail d'acceptation. J'accepte à un moment de voir cette fêlure à l'intérieur de moi. J'accepte de savoir qu'il y a des éléments chez moi-même qui ne sont pas au point et qui ont généré certaines postures, certaines manières d'être et qui nous bouleversent. Soit parce que, au niveau de notre éthique personnelle, eh bien, ce n'est pas nous, soit parce qu'on se rend compte. Et ça, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, et je veux dire, à mon niveau, c'est quelque chose qui, j'ai utilisé peut-être un terme fort, mais qui me terrorise. De réaliser que parfois dans la vie, sans s'en rendre compte, on a pu faire du mal aux gens. C'est-à-dire, on a fait des choses, alors je ne parle pas du bonhomme qui vient et qui arrache le sac à la main de la vieille dame. Je ne parle pas de ça, où ça, la personne, elle est au courant. Mais parfois, dans le monde des relations humaines, on n'a pas réalisé que certaines choses qui nous intéressaient ont pu générer chez d'autres des souffrances et des choses difficiles. Et ça, je veux dire, à mon niveau, si quelque part j'ai envie de demander pardon à des personnes, c'est dit, j'ai sûrement fait du mal. Sans m'en rendre compte, volontairement je ne pense pas. Sur ça, je me dis, non, si je savais vraiment que j'allais faire du mal, j'ai plein de défauts, mais ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais par contre, personne me dit, mais faut peut-être réfléchir un petit peu plus. Et ils auront raison. C'est vrai. Fallait réfléchir un petit peu plus. Fallait pas s'arrêter à l'instant T et voir ce qui allait se passer au-delà de l'instant T. Et c'est vrai que apprendre à se pardonner, c'est être d'abord dans l'acceptation qu'on l'on peut être des êtres dysfonctionnels. Bienvenue au club des gens normaux. L'onit na Torah le malaché acharet. Le verset nous dit, le texte nous dit, la Torah n'a pas été donnée à des anges. Nous ne sommes pas des anges. Et à partir de là, de cette acceptation, on peut rentrer dans le processus du pardon parce que on remet notre dimension humaine
au cœur de l'histoire. Je suis un être humain. Je ne peux pas être toujours à la hauteur de ce que je devrais être. L'autre ne peut pas toujours être à la hauteur de ce qu'il devrait être. Et moi, en effet, je dois être capable à un moment aussi de demander ce pardon, et accorder son pardon, c'est accepter la dimension faillible de l'être. D'ailleurs, il y a un grand maître qui était très proche du rabbi, le Rav Yitzhak Hutner. On sait qu'il y avait un lien. Et Rav Yitzhak Hutner, qui était un des géants de la pensée juive et qui a apporté énormément de choses. Au passage, je ne sais pas si vous le savez, qu'est-ce que vous connaissez comme anecdote particulière sur Rav Yitzhak Hutner? Il y en a une. Alors, je me souviens qu'il y avait un podcast du Rav Yehuda Leib Shapiro, qui est Rosh Yeshiva à Miami. Et il avait fait plusieurs épisodes sur la relation du Rabbi avec le Rav Hutner. Et si vous me demandez une histoire, je ne saurais pas vous répéter. Non, c'est pas ça. Parce qu'en réalité, les gens ne le savent pas, mais il était à bord du premier avion qui a été détourné. Le premier détournement d'avion de l'histoire, pour des raisons du conflit israélo-palestinien. Rabbi Yitzhak Hutner était à l'intérieur de l'avion. Wow. Ouais, c'était très intéressant parce qu'après, il raconte certaines choses quand il a vu... c'est passionnant. En tout cas, Rabbi Yitzhak Hutner, dans une de ses lettres... Et c'était son lien avec le Rabbi, le rapport avec le... Enfin, je veux dire, quand vous avez apporté cette histoire... Non, parce que voilà, c'est parce que tout simplement, l'histoire m'est revenue en tête, donc voilà, c'est... Mais c'est intéressant de voir comment un maître est capable, face à une situation, de savoir en prendre quelque chose par rapport à lui et de transporter un enseignement par la suite. Mais ça serait un long développement. Ce qui est sûr, c'est qu'il écrit dans une de ses lettres, un des élèves qui se plaint de ne pas être à la hauteur, nanani, nanana, lui dit, mon frère, non, c'est pas comme ça qu'il a dit, frère, non, il n'a pas dit, il dit, mais tu crois que tous ceux que tu admires ont toujours été au top. Et c'est vrai que c'est difficile, on a difficile à s'imaginer que des personnes totalement admirables et exceptionnelles n'ont pas toujours été ce qu'elles sont. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont tellement élevées que leurs éléments dysfonctionnels par rapport à nous, ça serait de la rigolade, évidemment. Mais si vous leur demandez, ils diront non, à un moment j'ai pas été là où je devais être, où je voulais être. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire ce travail d'acceptation qu'à un moment, nous sommes des êtres humains. Et donc, à partir de cela, nous nous confronterons tous à un moment ou à un autre avec nos dysfonctionnements, avec le dysfonctionnement de l'autre, et dans la mesure où c'est comme cela que Dieu a voulu que nous soyons, la notion de pardon va prendre tout son sens. J'ai presque envie de dire, pour reprendre l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov de tout à l'heure, que le pardon est une forme de nécessité et non pas quelque chose qui se doit d'exister parce qu'il y a eu transgression. C'est-à-dire, le concept du pardon est une notion qui se doit d'être dans le monde. Comme si, pour pousser un peu le bouchon un petit peu loin, comme si la faute était nécessaire pour que le pardon existe. Parce que le pardon doit exister. Il se doit d'être là. Il doit faire partie de l'histoire de l'homme. On va essayer, si vous le voulez bien, de comprendre pourquoi il doit faire partie de l'histoire de l'homme. Vous avez dit une phrase, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. Vous avez dit le pardon, la faute doit exister pour que le pardon existe. J'avais entendu dans un de vos cours, d'ailleurs je le répète très souvent, en général j'essaie de dire de qui je l'ai entendu, que c'est comme quand on prend quelqu'un en photo. Imaginez qu'on prenne quelqu'un de très actif en photo et qu'on le prenne en train de dormir. Quand on verrait la photo, on dirait c'est quelqu'un qui dort beaucoup. Et l'inverse est aussi vrai. Si on prend quelqu'un de très mou en photo en train de courir, on va se dire c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Et en fait, quand on a je crois que c'était un cours suite à une tragédie, vous avez dit que quand on regarde une situation et qu'on s'arrête sur la situation et qu'on dit voilà, c'est ça mon problème, et en réalité on ne peut que se tromper. Pourquoi? Parce que il y a un contexte, il y a un ensemble de choses qui vont avec. Il y a un before et un after. Exactement. Il y a une histoire sur laquelle je suis retombé ce matin que j'aime beaucoup raconter d'un écrivain qui s'appelle Stephen Covey. Il dit qu'il est rentré un jour dans un train et que après lui sont entrés un papa avec ses 2 enfants et qui se sont mis à faire un vacarme pas possible dans le wagon. Ils ont dérangé des gens et puis à un moment donné, notre écrivain se lève et va voir le papa pour lui dire dis-moi, tu veux pas tenir tes enfants 2 minutes?
Et le papa de lui dire, écoute, on sort de l'hôpital, ils viennent de perdre leur maman. Je crois qu'ils savent pas ce qui leur arrive et d'ailleurs moi non plus. Et en fait, à chaque fois que je raconte cette histoire, je vois le visage des gens changer. À partir du moment où je dis oui, ils ont fait le bazar dans le wagon, et puis on connaît tous cette situation où il y a des enfants qui se comportent mal, et puis tout le monde autour se dit ah mais quand est-ce qu'ils vont tenir leurs enfants, et finalement quand on apprend qu'ils ont perdu leur maman, tout le monde est choqué et a envie de dire bon bah oui évidemment, d'accord. Et je pense que le pardon c'est un peu ça aussi, c'est comprendre, parce que vous disiez tout à l'heure par rapport au pardon, c'est comprendre que l'autre a des problèmes, qu'en tant qu'être humain, on n'est pas parfait, que forcément, la personne en face de nous, elle a des difficultés. Mais la question, c'est ça, pourquoi j'en suis victime. Mais sur ce que vous êtes en train de dire, au fond, d'accepter, ça ne veut pas dire pour autant que la personne qui est en face, on peut justifier d'une quelconque manière son comportement. J'aime bien utiliser cette phrase, de dire que nous devons chercher à comprendre pour pardonner, mais nous ne devons jamais justifier. C'est-à-dire que, je donne un exemple très simple, un truc basique, d'accord, dans lequel voilà, deux personnes se rencontrent et puis il y en a un qui réagit mal par rapport à l'autre. Il réagit mal, il dit des mots pas sympas, que sais-je. On va donner des infos, un petit peu comme dans votre histoire, dans lequel on va vous dire non mais tu sais, voilà, il est stressé, truc, machin, ce matin, il devait avoir sa nouvelle voiture, elle n'a pas été là, il a dû chercher ailleurs, il a fait ça. Enfin voilà, on vous raconte toute une histoire. Alors évidemment, avec tout ça, quand on contextualise, alors on va se dire, bon, c'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'il a le droit de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire que même dans cette histoire que vous rapportez, qui est bouleversante, concrètement, je comprends, mais je ne justifie pas. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que pour autant tu peux faire cela. Voilà, c'est alors, enfants, c'est évidemment, des enfants, ouais. Là, c'est plus le cas. Là, ce sont des enfants, donc des enfants, mais au niveau d'un adulte. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça me rappelle justement une histoire avec un très célèbre thérapeute qui s'appelle Segi Hirsch. Segi Hirsch, c'est un thérapeute juif qui doit avoir aujourd'hui 97 ans, peut-être plus, qui a encore le numéro d'Auschwitz tatoué ici. On a le privilège, avec mon épouse qui travaille aussi dans cet univers-là, de fréquenter. Pour différentes raisons, en tout cas, il nous a beaucoup donné des pistes par rapport à ce qu'on essaie de faire comme travail. Un jour, il nous a rapporté, dans le cadre donc d'une séance de travail, la rencontre qu'il avait eue avec un couple dans lequel le mari faisait preuve de violence. Il y a un moment, l'épouse cherche à couvrir le mari alors qu'elle-même est victime. Elle dit, oui, mais vous comprenez, le pauvre, quand il était enfant, il a été victime. Le thérapeute la regarde et dit, j'entends, madame, mais là, c'est un adulte de 40 ans. C'est-à-dire, je comprends et je vais intégrer cette notion-là, qu'il a été victime lui-même, pour pouvoir savoir comment poser un regard et gérer les choses. Mais attention, parce que si on commence à justifier, elle est où la limite? Vous comprenez? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'ai été victime, donc c'est normal que je frappe. Non. Comme vous avez été victime et que malheureusement, il y a un travail qui n'a pas été fait, donc vous êtes retrouvé à reproduire. Donc vous n'êtes pas, pardonnez-moi l'expression un peu violente, une pourriture qui est là, qui est dans sa violence, son désir de faire du mal, c'est moi, personne d'autre, tu veux pas m'écouter, je frappe. Non. Tu es toi-même victime et tu n'as pas fait ce travail où tu n'as pas réussi à dépasser certaines choses et tu reproduis. Mais ce que tu as fait, tu n'as pas à le faire. C'est pas acceptable. Mais le regard qu'on va porter ne sera plus du tout le même. Et donc évidemment, la gestion du cas ne sera pas la même. Je ne vais pas sanctionner de la même manière, quand on parle de monde de sanction, un élève qui arrive le matin frais, détendu, mais qui pour le fun vient et va tout casser, parce que tout simplement ma tête ne lui revient pas, et celui qui arrive d'une situation plus complexe et qui fait la même chose. Dans les deux cas, c'est inacceptable, je ne jugerai pas de la même manière, donc je ne gérerai pas de la même manière. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que quand on parle de se pardonner, c'est aussi recontextualiser les actes que l'on a pu faire, ce qui nous permet de ne pas voir à travers ces actes l'expression de quelque chose de mauvais chez nous, mais de quelqu'un qui n'est pas parfait et qui n'a pas réussi à gérer comme il se doit une situation, soit parce qu'il ne s'est pas préparé en amont, soit parce que, après, il y a mille et une raisons. Bon, on a vu la première étape. La deuxième étape, c'est intéressant parce que
Alors, moi, j'ai beaucoup enseigné la troisième partie du Tanya, Igeret Teshuvah, qui parle beaucoup finalement du pardon, parce que le but de la Teshuvah, qui est le retour vers Dieu, va finalement être la kapara, qui est l'acceptation, le pardon. Et il y a toujours ces deux étapes. Première étape, c'est en vous écoutant parler, ça m'a un peu remis dans le bain. La première étape, c'est s'excuser, arrêter, azivat tachet, abandonner la faute. Ça veut dire la première étape, c'est de dire le passé, c'est le passé, et puis à partir de maintenant, on ouvre une nouvelle page. Bon, pour ça, il faut comprendre. Et vous avez dit comprendre que l'autre n'est pas parfait, etc. Bon, dans la relation avec Dieu, c'est comprendre qu'on n'est pas parfait, qu'on est faillible et qu'on est humain et qu'on a une âme animale et que toutes ces choses-là. Et puis la deuxième étape, c'est retrouver une relation de confiance. Alors est-ce que c'est... je le dis parce que je vois ça dans le contexte de la tchouva. Est-ce que dans le couple, on a cette parallèle de dire... puisqu'on a aussi quelque part cette idée de lien entre hommes et femmes dans la Torah. Le peuple juif étant comparé à la femme et le bon Dieu à l'homme. D'où la fameuse parabole du Cantique des Cantiques. Où le roi Salomon écrit ces déclarations d'amour quelque part entre un homme et une femme qui ne sont qu'en réalité une parabole, un exemple sur la relation qu'entretient le bon Dieu avec le peuple juif. La question c'est, est-ce que la deuxième étape, c'est le fait de retrouver une relation de confiance? Alors et surtout comment ça se traduit dans le couple? Alors on a brûlé énormément d'étapes avant d'arriver ici. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que on va donc se focaliser sur la demande de pardon, d'accord? C'est-à-dire j'ai demandé à quelqu'un pardon, donc j'ai été capable à un moment de reconnaître que j'ai mal agi, et la personne en face, j'attends son pardon. Alors il y a un maître qui s'appelle Rav Wolbe, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Shows, qui rapporte à l'intérieur de ce livre un enseignement, une histoire avec un très grand maître qui s'appelait le Rabbi Eliyahu Lopian. Rabbi Eliyahu Lopian était un des très très grands maîtres du Moussard, de cette école du travail sur soi, de l'éthique, et raconte qu'un jour, un élève est venu le voir, il lui a dit « Rav, maître, j'ai besoin de vous demander pardon. » Rav le regarde. Qu'est-ce que j'ai fait? Farvous, qu'est-ce que tu as fait? C'est-à-dire que l'élève dit « Moi, j'ai besoin de vous demander pardon. » D'accord. Il dit que tu as fait quoi? Il dit j'ai dit des choses pas gentilles sur vous, voilà. Donc vous imaginez le courage. Le maître est pas au courant. Le maître il est là, tranquille, l'élève il dit je dois vous demander pardon. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ben j'ai fait des trucs pas sympas. Ah. Mais le maître à ce moment-là il dit ok, t'as dit quoi? Vous imaginez l'élève, maintenant il faut y aller, d'accord. Mais il va jusqu'au bout et lui dit voilà ce que j'ai dit. Et le maître le regarde, lui dit reviens dans 15 jours. Je ne peux pas te pardonner maintenant. Et 15 jours après, il revient et lui dit maintenant je peux te pardonner. Il dit pourquoi? Il dit parce que ça m'a touché. Et il a fallu que je fasse un vrai travail sur moi-même pour être sûr que je te pardonne réellement, complètement. Et de là, Rav me dit cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « En me sachakim » on ne joue pas avec le pardon. Le pardon, ça peut prendre du temps. C'est pas simple de pardonner. Alors bien sûr, l'autre, il t'a pris ta place de voiture. Il a pas amené le machin. Ok, c'est idée, comme dirait l'autre. C'est bon, ça va. Mais parfois, il y a des choses lourdes. Il t'a passé devant, il t'a pris ton... Il peut se passer des choses compliquées dans la vie. Et on peut pas comme ça pardonner. Quelqu'un vous a fait très fortement, quelqu'un, pas vous, ça ne vous arrive jamais. Quelqu'un a empêché, vous est passé devant au niveau d'un business, elle a pris pour lui. Enfin voilà, moi je connais des histoires, la personne elle a dit « Ah tiens c'est super, je sors d'un entretien, c'est génial, ça me correspond parfaitement, en plus le boulot n'est pas loin de chez moi, dans un bon quartier », après il n'est pas pris. Il se rend compte que la personne à qui il a raconté, authentique, a entendu donc il cherche là-bas, il a fait une candidature spontanée, et il est parti, c'est lui qui a eu le job. C'est un peu compliqué. Tu as vécu ça? Ah oui, ah ouais. C'est un peu compliqué. Donc je suis désolé, alors là la personne va dire « Ah qu'est-ce que tu veux, hein, c'est là où on adore le bon Dieu. On adore inviter le bon Dieu. » Non, mais tout ça, c'est Mina Shamaïm. C'est le bon Dieu. C'est comme si moi, je mets un coup de poing à l'autre et je lui dis, tu comprends, si tu as reçu le coup de poing, c'est que Dieu voulait bien que tu le reçoives. À un moment, on se calme. Il faut quand même un peu, comme dirait l'autre, raison garder.
Donc ça prend du temps. J'ai l'impression que la première étape du pardon, c'est déjà se dire je n'ai pas envie que l'autre soit sanctionné à cause de ce qu'il m'a fait. Il y a déjà ça, je ne l'ai pas envie. Maintenant, réussir à éradiquer, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps et c'est normal. Ça peut prendre du temps. Pour pouvoir par la suite retrouver une relation authentique. Et plus encore, vous évoquez quelque chose quand même qui est complexe, c'est la problématique de la confiance. Si dans un couple il y a eu trahison, pas nécessairement dans un univers bas de gamme, mais trahison, c'est-à-dire tu n'as pas tenu compte de ce que j'ai dit, tu m'as dit que tu allais faire certaines choses, tu ne les as pas faites, c'est-à-dire en 2 mots, je ne compte pas vraiment pour toi. Ou alors sur d'autres domaines, retrouver la confiance, ça prend du temps. Comme mériter la confiance. Dire la confiance, c'est pas quelque chose parce que vous mariez, ben, je te fais confiance. Attendez, ça... Est-ce que vous pouvez donner un exemple un peu concret? Parler de trahison. C'est un mot... C'est un mot que j'aime beaucoup. Parce qu'on a tous à un moment trahi ce qu'on devait être. Oui, on se trahit soi. On trahit son modèle. Parce qu'à un moment, je ne reproduirai pas le modèle parental. La trahison, c'est par exemple, dans le couple, quelqu'un vous a confié quelque chose et vous a demandé de ne jamais l'évoquer. Et vous l'évoquez un jour. Et pas nécessairement quelque chose de lourd, mais je t'ai demandé de le garder pour toi. De ne pas dire à certaines choses à l'autre que l'on fait. C'est fort, trahison quand même pour un acte. Tu as trahi la confiance que je t'ai mis. Tu as trahi la confiance trahison, que je t'ai mis. Je vois... oui, parce que vous voyez ça à la cour martiale, quoi. Voilà, quoi, c'est le traître. On n'est pas avec Dreyfus. Oui. D'accord. Non, trahir, tu as trahi ma confiance. Je t'ai fait confiance. Je t'ai dit, tu le diras à personne, tu peux compter sur moi. Je peux compter sur toi pour que tu fasses ça, oui, tu as trahi ma confiance. C'est la confiance qu'on a trahi. Parce que, et souvent d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, on va se dire, ok, ça va, je suis d'accord, mais ça va, c'est pas si grave, il aura parfois raison. Oui, mais là-dedans, il y avait un engagement de ta part que tu n'as pas tenu. Souvent, moi, j'ai vu ça dans le monde des relations. Personnes, elles sont là, et elles ont pris des engagements, et elles ne les tiennent pas. Alors, parfois, c'est pas des choses graves. Les personnes ne comprennent pas qu'on n'est pas content. Pourquoi? Ben, tu as trahi ma confiance. Tu m'as dit que tu allais faire telle chose, tu ne l'as pas faite. Alors, bien sûr, si l'autre me dit, oui, je voulais le faire, il y a des impondérables, il y a un truc, il y a machin. Évidemment, la question ne se posera plus. Mais ce terme-là, qu'on le veuille ou pas, c'est ça qui se joue derrière. Parce que si vous ramenez les choses à la problématique en tant que telle, souvent, c'est pas grand-chose. Pourquoi dans les couples, souvent, il y a des conflits sur ce qu'on appellerait des queues de cerises, sur des petites choses? Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est pas la chose en tant que telle, c'est ce qu'elle représente. Je te faisais confiance. Tu m'as dit, oui, je te ramènerai à la maison les courses, etc. Donc tu l'as pas fait. Ça va, c'est bon, elles vont arriver. Le problème, c'est pas de savoir si elles sont là ou pas. Tu as pris un engagement, tu ne l'as pas tenu. Tu trahis ta parole. Et c'est comme ça que c'est ressenti. Et donc, il faut recréer, c'est la raison pour laquelle, parfois, il vaut mieux pas trop s'engager et faire les choses. Comme ça, au moins, il n'y a pas ce problème. Ou alors, être dans une parole, est-ce que tu peux le faire? Je vais essayer de le faire avec plaisir si j'y arrive, avec joie. Je peux pas te dire à 100%, mais je vais tout faire pour. Ce qui permet à la personne qui est en face, j'ai pas réussi, de pas avoir senti qu'on a trahi un engagement par rapport à elle. Alors, pour revenir un petit peu à notre sujet initial, alors, le pardon, la première étape, c'est de comprendre que les gens sont faillibles. La deuxième, c'est de comprendre que ça doit prendre du temps. Et la troisième, comment est-ce que la trahison elle est rentrée dans on l'avait évoqué, hein. D'accord, ok, c'est de ma faute. Alors ensuite... Allez, je vous pardonne. Ensuite. Ça a été trop vite, là, vous avez brûlé toutes les étapes. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite dans le pardon? Et j'aimerais vous demander quelque chose. C'est... Alors, ce qui est sympathique quand on parle à quelqu'un qui a de l'expérience, et c'est votre cas... Les poils blancs sont là pour ça. C'est ça que ça sert, les poils blancs. Est-ce que... Je sais pas si vous avez l'habitude... J'entends pas trop dans vos cours... le discours de certains qui disent un jour il y a un couple qui m'appelle et puis il y avait ça et ça et ça et ça et alors peut-être que c'est parce que j'ai pas assez écouté, peut-être que c'est voulu. Est-ce que vous avez des exemples? Bien sûr, on donne pas de nom, ça reste anonyme, mais est-ce que vous avez des exemples de pardon dans un couple que vous avez aidé à
que ce soit le mari, la femme, alors je ne sais pas comment ça s'organise, mais est-ce que vous aurez des exemples un peu concrets sur le sujet? Alors, tout d'abord, il y a ce que j'appellerais une forme, j'ai pas envie de dire d'éthique personnelle, parce que ça voudrait dire que les autres n'en ont pas, d'accord? Donc, on va m'entendre au second degré, c'est-à-dire plus dans mon modèle, dans ma personnalité, à moi personnellement d'accord? Okay, on va bien dire moi personnellement je pense. Je n'aime pas trop rapporter ce genre de choses, parce que je vois ça déjà comme étant une forme de trahison, même si je ne cite pas les noms. C'est-à-dire, c'est quand j'ai le droit de m'appeler Rav, parce qu'il faut avoir le droit de s'appeler Rav à un moment, et j'ose espérer qu'après il faut essayer de le mériter. Quand j'ai eu ma smicha, ce qu'on appelle un diplôme d'ordination rabbinique, la première chose que m'a dit un de mes maîtres, c'est la maison du Rav, c'est la maison du silence. C'est-à-dire, il faut savoir garder les choses chez soi, ne rien ressortir. Pourquoi? Tu sais jamais, même si tu ne cites pas de nom, que des gens parfois vont faire des recoupements, parce que les gens adorent savoir de qui on parle. Donc déjà, à mon niveau en tout cas, je suis d'une grande vigilance. Après, en second temps, quand vous racontez une histoire, vous n'en racontez qu'une fraction. Il y a tellement de paramètres. Il y a l'image de tout à l'heure. Exactement. Donc dire, vous savez, une fois j'ai reçu un couple et ceci, mais il faudrait que je leur raconte toute l'histoire du couple, de A à Z. Par contre, sur la question que vous me posez, oui, j'ai connu des personnes qui avaient ce désir du pardon. C'est-à-dire qui étaient capables de se dire, l'autre, ce n'est pas que cela. Un petit peu le même exemple. Je ne veux pas limiter l'autre à l'événement sur lequel je dois pardonner. Et donc, dans la mesure où j'inscris l'autre dans une vision plus globale, j'ai envie pour toutes ces autres choses qui sont tellement belles et nourrissantes, de faire en telle sorte que le pardon soit présent pour que la relation redevienne harmonieuse. Ce qui est sûr, c'est que ça prend du temps. Alors le temps, c'est peut-être pas 20 ans, mais c'était peut-être pas une semaine. Je parle pas pardonnez-moi l'expression, des petites embrouilles qui veulent rien dire. Non, des choses dans lesquelles il y a eu difficulté, il y a eu tension, et on en veut à l'autre. Ce qui est important, c'est d'exprimer les choses. C'est-à-dire, on ne dit pas quelqu'un pardonne-moi, c'est un impératif. Excusez-moi, non, je vous prie de m'excuser. Pouvez-vous m'excuser? Je te demande pardon. Peux-tu me pardonner? Et à l'autre de savoir que c'est une question, c'est pas un impératif. Excusez-moi. Bon, oui, d'accord, puisque vous m'obligez, donc je vais vous excuser. Alors, c'est dans le langage des gens, mais on sait que tout est langage. Et c'est intéressant de voir que, on voit bien, Bakashat Mechila, on demande le pardon. On demande, comme un pauvre, on demande. Peux-tu me pardonner? Et le fait qu'il y ait demande déjà change. C'est-à-dire qu'en deux mots, je comprends que c'est pas quelque chose d'automatique. Et on peut, à ce moment-là, fournir une explication de texte qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne justifiera pas, mais permettra de comprendre. Être capable de dire à l'autre, je crois que je n'ai pas pris la mesure de ce que j'allais te faire en faisant cela, et j'en suis peiné, ça me touche, ça me bouleverse, et sans doute parce que j'ai peut-être pas pris le temps de réfléchir, option 1. Ou alors, j'ai pas pris la mesure que tu avais une sensibilité comme ça, je pensais que, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce que j'ai fait est acceptable. C'est-à-dire que c'est toujours important de montrer que l'on accepte la manière dont l'autre a vécu les choses. Et que pour nous, si tu l'as vécu de cette manière, ce que je peux juste faire, c'est d'abord te demander de bien vouloir me pardonner, et peut-être qu'on essaie de réfléchir ensemble comment faire pour que ce genre de situation ne se remette pas en place, et moi-même, comment faire un travail par rapport à moi-même. C'est-à-dire que si la personne voit qu'il y a un vrai travail, pourquoi? Parce que si je ne suis pas bouleversé de voir que j'ai généré chez l'autre de la souffrance, il y a un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire et l'autre va le ressentir. Même si moi je trouve que c'est ridicule, même si on dit maintenant, mais ça va, mais l'autre le vit de cette manière. C'est sa réalité. Donc je me dois de l'accepter. Si l'autre entend et ressent ça,
alors le pardon est beaucoup plus facile à mettre en place et la relation de confiance que vous évoquiez tout à l'heure peut se remettre. Pourquoi? Parce que De Gaulle disait « Français, je vous ai compris ». Je sais pas s'il avait compris, hein. Je sais pas s'il y a quelque chose à comprendre aussi, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que la phrase est belle. C'est-à-dire, il a essayé de comprendre. Il a essayé de comprendre, de se mettre à ma place, de ressentir ce que j'ai pu ressentir. Rien que ça, c'est énorme. Le pardon peut beaucoup plus s'inscrire à ce moment-là. C'est donner, finalement, quelque part, c'est donner une place. Comme vous le dites, donner une place à l'autre. Enfin, je repense à ce qu'on disait au début. Souvent, le problème, et ça c'est capital, on en parle tout le temps, c'est on parle aux gens d'un sujet, et puis ils essayent de se dire tiens, comment ça correspond à la vie de ma belle-mère. Ah oui, j'adore ça. Voilà. Donc j'essaye il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de profondeur, donc ça fait réfléchir. Et puis il y a cette fameuse idée, c'est marrant parce que ça correspond avec ce que vous venez de dire. Il y a un des chazrim du Rabbi, qui s'appelle Rav Simon Jacobson, qui est le frère qui répétait, ceux qui répétaient les enseignements du Rabbi. Et puis, alors, on se rend pas forcément compte, mais des fois, les discours du Rabbi pouvaient durer pendant 5, 6, 7, 8, 9. Ça pouvait durer très, 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 très longtemps. Et puis, dans un podcast, il est interrogé sur comment ça marche, quoi. Comment on se rappelle d'autant d'informations pendant autant de temps. Parce que ce qui se passe, c'est que le Rabbi parlait en semaine, et donc il pouvait être enregistré, mais quand il parlait Shabbat, il n'y avait pas d'enregistreur, donc il y avait des enregistreurs ambulants qui étaient au fond des individus, avec une mémoire, je pense, hallucinante, je suis impressionné, et qui étaient capables de se rappeler de tout ce qu'il avait dit pour le restituer après samedi soir et qu'on puisse. C'est ça, il y avait toute une équipe. Il y avait le Rav Yoel Kahn à la Vachalom, mais il y avait aussi toutes sortes d'organisations. Il y en a qui, à travers les années, il y avait ceux qui retranscrivaient en hébreu, ceux qui retranscrivaient en yiddish, il y a même eu en anglais. Donc on lui a demandé comment. Et donc on lui a dit, mais comment vous faites pour vous rappeler de tout ça? Alors, lui, il dit, je suis pas forcément le type super intelligent. On appelle bien sûr aujourd'hui les hypermnésiques. Bon, bien sûr, c'est quelqu'un qui a une mémoire, forcément, qui a une bonne mémoire. Mais il dit, le vrai travail que c'était de me dire, je ne connais rien. J'explique. Quand ils se mettaient, puis ils avaient tous une place stratégique où ils pouvaient vraiment bien m'entendre, parce que il y avait certaines personnes qui étaient, quand on voit les vidéos du Rabbi en semaine qui sont publiées aujourd'hui, on voit des gradins, on voit des pyramides, enfin énormément de monde. Mais Shabbat, on entendait, il y avait des endroits où, avec les années, on n'entendait pas. Oui, on entendait dire qu'ils étaient assis, ils regardaient, et puis quand ils chantaient, ils pouvaient chanter, mais le reste du temps, ils n'entendaient pas forcément ce que le Rabbi disait. Et donc ils avaient une place stratégique, et puis donc le Rav Jacobson dit, je vidais ma tête. Ça veut dire que je vidais mon esprit, j'essayais de me dire que je ne connais rien. Pourquoi? Parce que quand on écoute quelqu'un, et ça a une grande valeur dans le pardon, le Rav Jacobson, il dit qu'il fait aussi des thérapies dans ce sens-là, enfin des thérapies de groupe ou des ateliers, peut-être qu'atelier c'est plus approprié, où il dit aux gens, essayez de considérer que vous n'avez pas de connaissances antérieures. Par rapport à son travail vis-à-vis du Rabbi, quand on entend un Rav parler de quelque chose, là c'est mon cas, on essaye toujours de se dire, tiens, comment est-ce que ce qu'il est en train de dire, ça correspond à mes connaissances antérieures? Comment est-ce que je vais pouvoir, là c'est un peu mon rôle de commenter, de poser des questions, de pouvoir échanger, mais ça va être négatif quand on va écouter quelqu'un et qu'on va essayer de se dire, ok, ce qu'il dit je le connais déjà, on part du principe que ce qu'il dit je le connais déjà, et puis maintenant à quoi ça correspond dans mes connaissances. Et il dit, quand j'écoutais le Rabbi, j'essayais de me dire, ok, ce que j'écoute c'est complètement nouveau. Et c'est vrai que quand on écoute un discours qui est vraiment complètement nouveau, imaginez que vous allez écouter quelqu'un qui va vous parler de la recette du Coca-Cola, alors vous allez écouter parce que vous savez que vous ne savez pas. Et donc dans le couple, c'est un peu aussi il y a un peu aussi cette idée de dire,
ce qu'elle est en train de dire, ce qu'il est en train de dire, c'est complètement nouveau. Ça correspond pas à ce que je connais, à nos disputes dans le passé, aux problèmes qu'on a pu avoir. Non, il y a quelque chose de complètement nouveau. Et le regard, il est vraiment, le regard, il est vraiment différent. Ça peut faire partie aussi de la notion du... Vous pouvez traduire un petit peu plus, parce que je suis pas sûr que j'ai totalement compris. Il y a quelques... Enfin, ça a l'air d'être une idée passionnante, mais... J'entends ça pour ce que l'autre va me dire dans le cadre d'un échange, mais vous poussez les choses encore plus loin. Et c'est très intéressant, vous poussez les choses jusqu'à... même dans la dispute, il y a quelque chose de complètement nouveau. Comment... Ok, on va reprendre l'idée dont on parlait tout à l'heure. Je t'ai demandé d'aller faire les courses. Bon, c'est une dispute assez banale, hein, mais bon, ça peut parfois monter. Je t'ai demandé d'aller faire les courses, et puis t'es pas allé. Bon, ok. Donc on a un mari qui rentre à la maison, bredouille, et puis sa femme qui lui dit « mais où tu étais ?» Quand la femme, elle pose la question « où tu étais ?», elle va se dire en fait je sais où il était et je sais ce qu'il a fait et c'est toujours pareil et de toute façon il changera jamais et enfin je prends le cas extrême hein, il changera jamais il va jamais comprendre que quand je lui dis quelque chose il faut qu'il fasse, etc. Ça c'est on est dans le jugement, on assume quelque part qu'on sait exactement, voilà. C'est toujours pareil. Il a recommencé, il a récidivé. Et quand on se dit, c'est une situation nouvelle, eh bien, on prend quelqu'un qui est nouveau, bien sûr, certes, qui est faillible, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il y a peut-être une information que je ne connais pas. Donc en fait, on va mettre un point d'interrogation sur la situation et on va dire, ce que je vois, ça me plaît pas, mais peut-être qu'il y a quelque chose que je ne sais pas et qui justifie son absence et le manquement à ma demande. Peut-être un peu ça. Après, je l'ai pas entendu, tu vois. Jacobson, lui, il parle essentiellement de sa façon d'écouter le rabbi, mais bon, moi, je le comprends un peu comme ça dans le sens du couple. Donc pour revenir à ce qu'on devait revenir, comment on fait pour retrouver une relation de confiance ? Ok, la situation elle est passée, d'accord. On a pardonné, on a passé par toutes les étapes. Il y en a encore, mais pour avancer un petit peu, admettons qu'on ait pardonné dans le passé. Mm-hmm. Et puis on a du mal à vivre parfois le quotidien parce que on a des dossiers, on a des traces. Pour revenir à Igeret Tachouva, donc la troisième partie du Tanya dont je parlais tout à l'heure. Il y a un des exemples qui est donné, c'est l'exemple du clou. Mm-hmm. D'accord, quand on plante un clou dans un mur, une fois qu'on a enlevé le clou, alors on a peut-être enlevé le clou, mais on a peut-être enlevé le clou, mais concrètement il reste un trou. Claire. D'accord. Comment on fait pour retrouver comment on fait pour enlever? Il y a des gens qui sont très rancuniers. Ah, c'est qui sont. Alors oui, non, mais ça fait partie du pardon quelque part. C'est un autre podcast, ça, la rancœur, la rancune, etc. C'est autre chose. Mais bon, la rancœur, c'est quelque chose c'est la pire des choses qui existent. C'est la pire des choses qui existent, la notion de kpeda. Parce que souvent, les gens, ils existent à travers la rancœur. C'est un lieu d'existence. C'est-à-dire, voire même, il y a des gens qui collectionnent et qui gardent bien à l'esprit tous les événements du passé et ça nourrit un sentiment négatif par rapport à l'autre. J'ai l'impression que la question est de savoir, est-ce que j'ai envie d'aimer l'autre ? Est-ce que j'ai envie de cette relation dans laquelle on se sent bien ? Et me rappeler du passé ne sert à rien parce que de toute façon, ça ne fera que pourrir la réalité de l'instant. Donc c'est un choix. Moi, ça m'intéresse pas d'être rancunier. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que après, on vit le quotidien de manière tellement peu sympathique. Malheureusement, certaines personnes, ça fait partie de leur identité profonde, ils ont l'impression que ne pas pardonner, c'est l'expression d'une grandeur, d'une force, mais non, etc. Moi, cette histoire. Alors qu'en vérité, c'est exactement le contraire. D'abord, c'est le sujet d'un de mon second livre, hein, La chef dans le placard, réflexion sur la rancœur, la colère. Pour l'instant, j'ai lu les 4 coupes de l'Hébreu. Faut que je passe au deuxième. Second. Mais la rancœur, quand quelqu'un est dans la rancœur, soit il décide de faire un travail, soit, je vais pas dire que c'est fichu, mais sinon,
La personne, elle est là, elle vous ressort des dossiers d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ok. Alors, si elle dit, t'as pas changé, cette personne, pas la femme, hein, c'est elle. Alors, j'entends. Il y a 10 ans, tu faisais ça, tu fais toujours la même chose. Ok, j'entends. Mais à un moment, on a le droit d'avancer, on a le droit de construire. Et ça, c'est tellement dommage d'avoir des personnes qui vivent à travers le passé. C'est-à-dire que c'est leur lieu d'existence, c'est leur lieu d'habitation, et ils en cultivent le souvenir, et c'est ça qui les nourrit au quotidien, parce que je pense souvent, ils ont rien d'autre. Moi, j'ai pas le temps d'en vouloir aux autres. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est pas que je suis un gars bien, j'ai pas le temps. On a autre chose à faire. Alors bien sûr, la personne qui vous a fait un truc, évidemment, on sera peut-être plus les mêmes copains, etc. C'est normal. Mais à un moment, je vais lui en vouloir, ça va changer quoi? Rien. 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 De rien. De rien. Alors pourquoi? Alors maintenant, c'est vrai que cette personne-là, de par le fonctionnement qu'elle a vis-à-vis de moi, vous disiez des trucs, j'ai plus envie d'être proche d'elle. Ou alors, quand on se voit, c'est bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Vous n'êtes pas obligé de redevenir copain avec tout le monde. Mais être dans ce sentiment-là, ça pourrit, ça nous pourrit. La première victime de la rancœur, c'est la personne elle-même. Parce que ça l'habite, et donc elle n'a pas de place pour mettre en place autre chose dans sa vie. Ça, ça sera vraiment un sujet en tant que tel. Comment travailler sur cette notion de la rancœur? Ça, c'est vraiment un sujet en tant que tel. Mais les effets pervers, ils sont là, clairement. Bon on devait parler du pardon et de la communication. Finalement, je pense que on a beaucoup parlé aussi de communication dans le pardon. Je vous remercie pour ce moment et à la prochaine si Dieu veut. À la prochaine, Bezrat Hashem.